Que feriez-vous si vous voyiez un homme bloqué sur le bas-côté d'une route déserte en pleine nuit? Vous arrêteriez-vous? Amelia, elle a fait. Les mains couvertes de cambouis et le cœur sur la main, elle a offert ses services de mécanicienne à un inconnu en costume sur mesure. Un homme dont la voiture de luxe présentait une panne qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle l'a réparé et a refusé son argent, ignorant tout du contrat qu'elle venait de signer avec son propre sang. Elle pensait aider un automobiliste en détresse. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de sauver la vie d'Alexander Volkov, le chef de la mafia le plus impitoyable et le plus puissant de la ville. Et celui-ci ne laisse jamais une dette impayée. L'odeur du café rassis et de la graisse de moteur était le seul parfum qu'Amelia ait jamais porté. Elle imprégnait ses vêtements, ses cheveux et les lignes profondes de ses paumes qu'aucune quantité de savon industriel ne pourrait jamais décaper. À 26 ans, elle était l'unique propriétaire de Auto, un garage à 3 boxes coincé entre une usine textile désaffectée et un restaurant condamné. C'était l'héritage de son père, et il perdait de l'argent. La mise en demeure finale de la banque lui fit l'effet d'un bloc de glace dans l'estomac. 30 jours. 30 jours pour réunir une somme à 6 chiffres, sinon les rideaux métalliques se fermeraient pour de bon. Il était un peu plus de 2 heures du matin un mardi, et la pluie cinglait le pare-brise de sa vieille camionnette des années 90. Elle était fatiguée. Ce genre de fatigue qui s'installe au plus profond des os, une lassitude provenant non seulement d'une journée de travail de 16 heures, mais aussi de mois d'échecs de prêts et de lettres de menaces de créanciers qui s'accumulaient. Elle prit le chemin le plus long pour rentrer chez elle, traversant le vieux secteur industriel, un paysage désolé de rouille et d'ombre. C'est alors qu'elle l'aperçut. Une voiture. Pas n'importe laquelle, mais une machine. Une longue Bentley noire obsidienne, paraissant totalement étrangère dans ce décor de décomposition urbaine. Elle était à l'arrêt, ses feux de détresse clignotant faiblement sous la pluie torrentielle. Debout à côté, éclairé par les pulsations faibles des feux, se tenait un homme. Il était grand, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que son garage, et il fixait l'avant de sa voiture avec un air de fureur contenue. Chaque instinct criait à Amelia de continuer sa route. Un homme comme ça, dans un endroit pareil, à cette heure-ci? C'était un cocktail explosif d'ennui. Mais la voix de son père résonnait dans sa tête. Une personne dans une voiture en panne n'est qu'une personne, ami. Tu l'aides. Peu importe les circonstances. Dans un soupir qui embua à l'intérieur de son pare-brise, elle ralentit, gara son pick-up devant la Bentley et actionna ses propres feux de détresse. Les feux de route de son camion éclairèrent la scène. L'homme ne tressaillit pas. Il se contenta de l'observer, les yeux sombres et indéchiffrables. Il ne fit aucun geste pour demander de l'aide et ne sembla pas non plus soulagé. Il regardait, tout simplement. Amelia saisit sa lampe torche Maglit et sa petite trousse à outils, rabattit la capuche de son ciré et sortit dans la tempête. « Vous avez des ennuis ?» cria-t-elle pour couvrir le vent. Les yeux de l'homme se plissèrent. Il était plus âgé qu'elle, la trentaine environ, avec un visage aux traits anguleux. Ses cheveux noirs étaient trempés et plaqués sur son front, mais il semblait totalement indifférent au froid et à la pluie. « C'est une supposition raisonnable, » dit-il d'une voix grave et fluide, avec un accent qu'elle n'arrivait pas tout à fait à identifier. Il n'était pas amical. Amelia ignora son ton et braqua sa lampe sur la calandre avant. « Ouvrez le capot. » Il ne bougea pas. « Je n'ai pas besoin d'un remorquage. J'ai déjà appelé. »« Tant mieux pour vous, » rétorqua Amelia, sa patience s'effritant déjà. « Mais votre dépanneuse est probablement à une demi-heure d'ici, et vous êtes dans une voiture qui hurle « Volez-moi » à chaque personne désespérée dans un rayon de 8 kilomètres. Je suis mécanicienne. Laissez-moi regarder, ou ne le faites pas. Ça m'est égal. Elle se détourna pour partir. « Attendez. » Ce seul mot fendit la pluie. Ce n'était pas une requête. C'était un ordre. Elle se retourna. Il tenait une télécommande et appuya dessus. Le capot de la Bentley s'ouvrit avec un déclic feutré et coûteux. Amelia se mit au travail. Elle éclaira le compartiment moteur immaculé. C'était un chef-d'œuvre de l'ingénierie allemande, assez propre pour y manger, mais elle repéra le problème presque immédiatement, son œil exercé saisissant ce qu'un profane ne verrait jamais. « Eh bien, voilà votre problème, » murmura-t-elle. Elle pointa le faisceau lumineux sur le module de commande électronique de l'accélérateur. Ce n'est pas une panne. C'est du sabotage. La posture de l'homme changea instantanément. Il passa d'une immobilité irritée à une concentration absolue et létale. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » « Je veux dire, » dit-elle en se penchant, « que votre faisceau de câblage principal a été compromis. » Elle montra un endroit où les fils étaient coupés net, mais d'une manière qu'il aurait fallu un expert pour trouver. « Et votre ligne de secours est grillée. » Quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. Il ne voulait pas que cette voiture s'arrête simplement.
Il voulait qu'elle soit morte. Juste ici. Elle leva les yeux vers lui. Vous avez dû vraiment énerver quelqu'un. Ses yeux étaient comme de l'obsidienne polie. Il esquissa un petit sourire sans joie. J'ai un talent pour ça. Amelia soupira. D'accord. C'est une réparation de 5 000 $ chez un concessionnaire. Ce n'est pas quelque chose que je peux réparer sur le bord de la route. Je vois, dit-il d'un ton plat. Il cherchait déjà quelque chose dans sa veste. Mais, l'interrompit Amelia, je peux le contourner. Elle posa sa trousse à outils sur le pavé mouillé. Ce sera moche. Ça annulera votre garantie, et tous les voyants de votre tableau de bord vous hurleront dessus. Mais ça vous permettra de rentrer chez vous. Pendant les 20 minutes suivantes, elle travailla en silence. Elle était un tourbillon de mouvements précis et confiants, ses doigts graisseux épissant habilement les fils, contournant le module grillé et enveloppant les connexions avec du ruban isolant de haute qualité provenant de sa trousse. L'homme se contentait de l'observer. Il ne proposa pas son aide. Il ne parla pas. Il restait là, se laissant tremper, le regard fixé sur ses mains comme si elle désamorçait une bombe. Finalement, elle s'essuya les mains sur un chiffon déjà immonde sortant de sa poche arrière. D'accord, essayez. Il s'installa au volant. La voiture, qui était restée totalement silencieuse, vrombit avec puissance. Comme elle l'avait prédit, le tableau de bord s'alluma comme un sapin de Noël. Il sortit du véhicule, l'expression indéchiffrable. Il s'approcha d'elle, sortant un épais portefeuille en cuir monogrammé. Il commença à en sortir des billets, de grosses coupures. Amelia leva une main. Ne faites pas ça. Il marqua une pause. Je paie pour les services rendus. Je ne l'ai pas fait pour l'argent, dit-elle en rangeant ses outils. Mon père disait toujours, on aide les gens en détresse. C'est tout. C'est gratuit. Je ne suis pas les gens, dit-il, sa voix baissant d'un ton, et ce n'était pas un service. Vous êtes une professionnelle. Vous méritez un paiement. Et je le décline, dit Amelia, le ton montant. Elle en avait assez des gens riches qui pensaient qu'une poignée de billets pouvait tout résoudre. Rentrez bien chez vous. Et peut-être, trouvez un nouvel itinéraire. Elle referma brusquement la boîte à outils de son camion et se dirigea vers sa portière. Mademoiselle est. Elle se figea, la main sur la poignée. Elle ne lui avait pas dit son nom. Elle regarda en arrière, puis ses yeux se portèrent sur le côté de son camion. Le logo et auto y figurait, délavé mais lisible, ainsi que le numéro de téléphone. Il lui tendait une carte de visite. C'était un carton épais, lourd, noir pur avec des lettres argentées en relief. On y lisait « Ave Enterprises, Alexander Volkov ». Il n'y avait ni titre, ni adresse, juste un numéro de téléphone. « Je n'ai pas besoin de carte, » dit-elle. « Prenez-la, » insista-t-il. Ce n'était pas une demande. Il fit un pas en avant, et avant qu'elle ne puisse protester, il glissa doucement mais fermement la carte dans la poche de poitrine de sa salopette graisseuse. Ses doigts frôlèrent le tissu, et une étrange secousse, comme de l'électricité statique, passa entre eux. « Je rembourse mes dettes, » dit Alexander Volkov. Ses yeux plongèrent dans les siens. « Toujours. » Amelia le fixa, décontenancée. « Ce n'est pas une dette. C'est une courtoisie. Bonne nuit. » Elle monta dans son camion, démarra et s'éloigna, le cœur battant pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer. Elle le regarda dans son rétroviseur, une silhouette haute et sombre se découpant sur les phares puissants de sa voiture ressuscitée. Elle rentra chez elle, jeta la carte sur le comptoir encombré de sa cuisine et s'effondra dans son lit, chassant cette rencontre comme une simple nuit étrange de plus dans une ville bizarre. Elle n'avait aucune idée qu'elle ne venait pas seulement de réparer une voiture. Elle avait interrompu un assassinat. Et Alexander Volkov, l'homme que le monde souterrain appelait « le fantôme », lui devait désormais la vie. 3 jours plus tard, Amelia était plongée dans le moteur d'une vieille camionnette rouillée quand un homme en costume impeccable entra dans son garage. Ce n'était pas un client. Il dégageait une odeur d'argent frais et de parfum coûteux. « Amelia est ?» demanda-t-il, regardant le bureau crasseux avec un dédain mal dissimulé. « C'est moi », grogna-t-elle sans lever les yeux. « Si vous êtes là pour le prêt de la First National, j'y travaille. Votre patron aura son argent. Je ne viens pas de la banque, mademoiselle est. Je suis monsieur Peterson de Sterling Property. La banque ne détient plus votre créance. » Amelia se redressa enfin, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Quoi ? Qui l'a racheté ? Je ne vends pas. » Monsieur Peterson sourit, une expression reptilienne et mince. « Ce n'est pas une négociation. Le nouveau propriétaire de votre dette est un de mes associés. Il m'a cependant chargé de vous remettre ceci. » Il fit glisser une enveloppe Kraft sur le comptoir.
Amélia l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un document unique. Elle le lut, les yeux écarquillés. Elle le relut une deuxième fois, puis une troisième. C'était un avis de paiement intégral. La totalité du prêt à 6 chiffres, intérêts et pénalités compris, avait été réglée. Je ne comprends pas, bafouilla TL. Qui a fait ça? Pourquoi? Mon associé croit en l'investissement communautaire, dit Peterson avec fluidité. La propriété est à vous, libre de toute dette. Il vous souhaite bonne chance. Le sang d'Amélia ne fit qu'un tour. Ce n'était pas un cadeau. C'était une chaîne. Qui est-il? Je ne peux pas accepter ça. Vous l'avez déjà fait, dit Peterson. La dette est réglée. Il n'y a plus rien à accepter. Il fit demi-tour et sortit, laissant Amélia fixer un morceau de papier qui représentait à la fois son salut et sa damnation. Elle courut vers son comptoir, fouillant frénétiquement dans la pile de reçus et de courriers indésirables. Elle la trouva. La carte noire. AV Enterprises. Ses mains tremblaient alors qu'elle composait le numéro. Ça sonna une fois. Oui. La même voix grave et fluide de la route. C'est Amélia et, dit-elle, la voix instable. Vous avez remboursé mon garage. Il y eut un silence. Comme je vous l'ai dit, mademoiselle, je rembourse mes dettes. Ce n'est pas un remboursement. C'est une fortune. Je ne peux pas. Je n'accepterai pas ça. Je vous rembourserai. Je mettrai en place un plan. Non, dit-il, la coupe en cours. Sa voix était calme, définitive. Vous ne ferez rien de tel. L'affaire est close. C'était une transaction commerciale. Quel commerce? Qu'est-ce que vous me voulez? Demanda-t-elle, la panique montant dans sa gorge. Je voulais régler une dette. C'est fait. Au revoir, Amélia. La ligne se coupa. Amélia se sentit au bord de la nausée. Ce n'était pas réel. Les gens ne remboursent pas les dettes écrasantes des autres comme ça. Pas à moins de vouloir quelque chose en retour. Quelque chose de plus que de l'argent. Mais la semaine suivante, les choses devinrent encore plus étranges. L'usurier qui envoyait des lettres de menaces concernant les anciennes dettes professionnelles de son père, un problème distinct et plus dangereux, devint soudainement silencieux. Un homme nommé Ricky, qui était passé 2 fois pour lui rappeler ses obligations, ne se montra plus. Lorsqu'elle appela prudemment le numéro qu'elle avait, il était débranché. Puis, une livraison massive d'outils de diagnostic haut de gamme qu'elle avait commandé des mois auparavant et annulée par manque de moyens arriva sur un camion plateau. La facture était tamponnée, payée. Amélia vivait dans un état de confusion terrifiée. Elle ne se noyait plus sous les dettes, mais elle avait l'impression d'être en eau plus profonde que jamais. Elle allait au travail. Elle réparait des voitures, mais elle regardait constamment par-dessus son épaule. Chaque client était une menace potentielle. Chaque berline noire qui passait devant son garage lui faisait bondir le cœur dans la gorge. Elle était surveillée. Elle le sentait. À l'autre bout de la ville, dans un bureau de grand standing offrant une vue sur Apex City comme une carte scintillante, Alexander Volkov se tenait devant une baie vitrée allant du sol au plafond. Elle a peur, dit un homme derrière lui. C'était Ben Carter, son chef de la sécurité, son bras droit, le seul homme en qui il avait une confiance absolue. Elle devrait avoir peur, dit Alexander sans se retourner. Elle est intelligente. Elle sait que ce n'est pas un cadeau. La dette est payée, Alex. Tu as sauvé son garage. Vous êtes quitte. Quitte. Alexander se retourna. Ses yeux étaient froids. Elle m'a sauvé la vie. Les hommes de Thorn m'avaient encerclé. Ils connaissaient mon itinéraire. Ils connaissaient les faiblesses de la voiture. C'était un piège parfait. Cette dépanneuse qu'elle a mentionnée? C'était l'équipe de tueurs. Ils étaient à 10 minutes. Si elle ne s'était pas arrêtée, si elle n'avait pas été capable de réaliser l'impossible en contournant ce système, je serais un cadavre dans un fossé. Alors tu l'as payée. Généreusement. Elle a refusé mon argent, dit Alexander, avec une pointe d'admiration ou de curiosité dans le regard. Elle a de l'intégrité. C'est une denrée rare. Et maintenant, elle est un témoin gênant. Un témoin gênant. Ben parut confus. C'est une mécanicienne. Elle ne sait rien. Elle connaît mon visage, le corrigea Alexander. Elle sait que j'étais vulnérable. Et Marcus Thorn sait que son coup a échoué. Il va se demander pourquoi. Il va remonter la piste. Il va découvrir qui était sur cette route. Et quand il la trouvera, l'expression de Ben se durcit. Tu penses qu'il s'en prendra à elle? Je sais qu'il le fera. Il l'utilisera pour m'atteindre, ou il la fera taire définitivement. Quoi qu'il en soit,
Elle fait partie de mon monde maintenant, qu'elle le veuille ou non. Alors, quel est le plan? Demanda Ben. On ne peut pas la laisser là-bas comme appât. Non, dit Alexander. Nous allons l'engager. Elle est trop fière pour accepter un cadeau, mais elle ne pourra pas refuser un emploi. Surtout quand cet emploi est la seule chose qui la maintiendra en vie. Il prit son téléphone. Préparez la voiture. Nous allons chez Auto. Amelia était en train de souder un support d'échappement fissuré quand une ombre tomba sur elle. Elle releva son masque, le corps tendu. Alexander Volkov se tenait à 2 pas, aussi impeccable dans un costume gris foncé qu'il l'était sur le bord de la route. Sa voiture, une différente cette fois, une Audi RS noir mat, était garée silencieusement dans l'allée. Mademoiselle est. Monsieur Volkov. Elle posa le chalumeau, son cœur battant un rythme lourd et craintif. Je vous ai dit que j'allais vous rembourser. Nous en avons déjà discuté, dit-il, balayant ses mots d'un geste de la main. Je ne suis pas ici pour le prêt. Je suis ici avec une offre d'emploi. Amelia rit, un son bref et dur. Une offre d'emploi? Regardez autour de vous. J'ai un travail. Vous avez une entreprise mourante que j'ai ressuscitée, affirma-t-il sans détour. Je vous propose une carrière. J'ai une flotte de véhicules, haut de gamme, personnalisés et sensibles. Il nécessite une mécanicienne avec des compétences uniques. Quelqu'un qui peut réparer des problèmes électriques complexes à la volée. Quelqu'un qui sait être discret. Quelqu'un qui sait comment contourner un module d'accélérateur grillé, finit Amelia, les yeux plissés. Précisément. Ça ne m'intéresse pas, dit-elle platement. Je ne travaille pas pour quoi que ce soit que vous fassiez. Ce que je fais, dit Alexander, c'est diriger AV Enterprises. Nous avons des participations dans le transport maritime, l'immobilier et la sécurité privée. Mes véhicules sont ciblés par des concurrents. J'ai besoin d'une mécanicienne en qui je peux avoir confiance. Quelqu'un qui n'est pas déjà sur la liste de paie d'un autre. Quelqu'un qui me doit quelque chose. Les derniers mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et tranchants. Je croyais que vous aviez dit que la dette était payée, murmura-t-elle. La dette financière l'est. Mais vous êtes désormais une personne d'intérêt pour mes concurrents. Les mêmes personnes qui ont désactivé ma voiture. Ils savent qu'une civile était présente. Ils vous recherchent. Une terreur froide, plus vive que toutes celles qu'elle avait ressenties auparavant, l'envahit. Vous mentez. Vous essayez juste de me faire peur. Vraiment? Demanda-t-il. Il fit un geste vers Ben Carter, qui se tenait silencieusement près de la porte. Ben tapota son téléphone. Le propre téléphone d'Amelia vibra. Il lui avait envoyé un fichier. C'était une courte vidéo granuleuse provenant d'une caméra de surveillance d'un bâtiment en face de son garage. Elle datait de la veille. On y voyait 2 hommes dans une berline sombre garée plus loin dans la rue. Ils prenaient des photos d'elle, de ses clients, de son camion. Elle reconnut l'un d'eux. C'était Ricky, l'usurier. Ricky travaille pour un homme nommé Marcus Thorne, dit Alexander d'une voix monotone et basse. Thorne est mon principal concurrent. C'est lui qui a mis la pression sur votre garage. C'est lui qui a essayé de me tuer. Et maintenant, il sait que vous étiez là. Il pense que vous travaillez pour moi. Amelia sentit ses genoux se dérober. Elle s'appuya contre l'établi. Vous avez 2 choix, continua Alexander. Vous pouvez rester ici, prétendre que rien ne se passe et attendre que Thorne envoie des hommes qui ne se contenteront pas de prendre des photos. Ou vous pouvez venir travailler pour moi. Je vous paierai 5 fois ce que vous gagnez ici. Je vous donnerai des ressources dont vous n'avez même pas rêvé. Et en échange de vos services, je vous assurerai ma protection personnelle. Une protection, répéta-t-elle machinalement. Comme un garde du corps. Comme un employeur, corrigea-t-il. Vous serez ma mécanicienne privée. Vous serez de garde 24h24, 7J7. Vous travaillerez sur mes voitures et uniquement sur les miennes. Vous vivrez dans un appartement sécurisé que je vous fournirai. Vous serez un atout. Un atout? Murmura-t-elle, le mot lui laissant un goût de poison. Une prisonnière? Un atout protégé, dit-il. C'est une meilleure offre que celle que Marcus Thorne vous fera. Amelia regarda autour d'elle dans le garage, les outils usés, la vieille boîte à outils de son père, l'odeur de graisse. C'était toute sa vie. Et c'était désormais une cible. Est-ce que j'ai le choix? Demanda-t-elle. Pas un choix qui garantisse votre survie, répondit Alexander sans l'ombre d'une excuse. Si je fais ça, mon garage, qu'est-ce qu'il devient? Il est à vous. Je chargerai une équipe de gestion de le diriger pour vous. Vous recevrez les bénéfices. Ou vous pouvez le vendre. Cela m'est égal.
Elle regarda ses mains couvertes de graisse et d'entailles, les mains de son père. Il avait construit cet endroit pour être libre. Et maintenant, elle l'utilisait pour marchander sa vie. Très bien, dit-elle, sa voix tremblant de rage et de peur. Très bien, je travaillerai pour vous. Bien. Alexander hocha la tête, comme si l'issue n'avait jamais fait de doute. Préparez un sac, juste l'essentiel. Ben vous escortera. Non, je ne peux pas partir comme ça. Vous le pouvez et vous le ferez. Il se tourna pour partir. Bienvenue chez AV Enterprises, mademoiselle A. 1 heure plus tard, Amelia était à l'arrière de l'Audi, un simple sac de voyage à ses pieds. Ben Carter conduisait, son silence étant aussi troublant que la présence d'Alexander. Ils se rendirent au centre-ville, vers le gratte-ciel le plus haut et le plus récent d'Apex City, un pilier de verre noir et d'acier arborant le logo AV à son sommet. Ils n'allèrent pas dans le hall d'entrée. Ben les conduisit dans un parking souterrain privé. L'ascenseur nécessitait son empreinte digitale et un code. Il descendit. Quand les portes s'ouvrirent, Amelia en resta bouche bée. Ce n'était pas un garage. C'était un bunker, un repère high-tech. C'était un espace caverneux et brillamment éclairé, rempli d'au moins une douzaine de voitures, des Mercedes blindées, des SUV construits sur mesure et 2 supercars profilés. D'un côté, il y avait un box de diagnostic ultramoderne, des ponts élévateurs et un mur d'outils qui faisait paraître son propre garage pour une relique. « Voici votre nouvel atelier », dit Alexander en sortant de l'ascenseur. Amelia s'avança, stupéfaite. Elle passa une main sur le métal froid d'une station de fabrication entièrement équipée. Mais elle vit alors l'autre côté de la pièce. Il y avait une armoire à armes. Des gilets tactiques étaient suspendus à des crochets. Et dans l'un des box, un Cadillac Escalade noir était inspecté par 2 hommes en bleu de travail silencieux et professionnel. Le panneau latéral était retiré, et elle pouvait voir le tissage épais et multicouches de Kevlar et de plaques de céramique. Ils soudaient un panneau qui avait été endommagé. Cela ressemblait à des impacts de balles. « Vous n'êtes pas dans l'immobilier », murmura-t-elle en se tournant vers lui. Le poids total et écrasant de sa situation la frappa enfin. Ce n'était pas un concurrent. C'était une guerre. « Je vous l'ai dit, dit-il. J'ai des intérêts dans la sécurité privée. » Ce n'est pas de la sécurité. C'est la mafia, souffla-t-elle, le mot lui semblant étranger et absurde. Alexander Volkov ne rit pas. Il ne le nia pas. Il se contenta de la regarder avec ses mêmes yeux froids et évaluateurs. Certains nous appellent ainsi. Je préfère me considérer comme un stabilisateur de marché volatile. Je suis l'homme qui possède les ombres de cette ville, mademoiselle A. La police, le maire, les juges gèrent la lumière du jour. Je gère tout le reste. Amelia recula en secouant la tête. Non. Non, je ne peux pas. Je suis mécanicienne. Je répare des voitures. Et vous continuerez à réparer des voitures, dit-il en faisant un pas vers elle. Il était proche maintenant, et elle pouvait sentir la légère odeur propre de savon coûteux et de laine. Vous réparez mes voitures, celles qui maintiennent mes hommes en vie, celles qui me permettent de me déplacer dans cette ville. Vous n'êtes plus seulement une mécanicienne, Amelia. Il s'arrêta à seulement 30 centimètres d'elle. Vous êtes ma mécanicienne. Vous êtes celle qui a sauvé le fantôme. Et maintenant, vous m'appartenez. La nouvelle maison d'Amelia était une cage, mais une cage magnifique. Alexander l'avait installée dans un appartement de grand standing 3 étages en dessous du sien. C'était une étendue vaste et stérile de marbre blanc, de verre et de chrome, avec une vue imprenable sur la ville où elle n'était plus libre de se promener. Elle recevait un salaire hebdomadaire qui représentait plus que ce qu'elle gagnait autrefois en 3 mois. Elle disposait d'un ascenseur privé qui l'emmenait directement au garage bunker. Elle était surveillée, toujours. Ben Carter ou l'un de ses subordonnés silencieux en costume était son ombre constante. Sa première semaine fut un tourbillon de désorientation. Elle fut mise au travail immédiatement. Sa tâche consistait à inspecter, entretenir et améliorer toute la flotte d'Alexander. Elle trouva des traceurs GPS sur 3 des voitures, ce qu'elle signala. Elle trouva une faiblesse dans le blindage de sa berline personnelle, qu'elle renforça. Elle était douée pour ça. Terrifiantement douée. Le travail était complexe et passionnant, et une partie d'elle, la partie mécanicienne, s'épanouissait. Elle travaillait avec une technologie qu'elle n'avait vue que dans des manuels. Mais l'autre partie d'elle était prisonnière. Alexander lui-même était un paradoxe. Il était rarement là, mais sa présence était constante. Il apparaissait dans le garage à toute heure, la regardant silencieusement travailler. « Vous remplacez tout le faisceau de câblage sur le Land Rover », affirma-t-il un après-midi, sans poser de questions. « C'est exact,
dit Amelia sans lever les yeux. L'isolation est standard. Elle peut être court-circuitée par une charge à haute tension. Je la remplace par du câblage blindé de spécifications militaires. Ce sera immunisé contre une impulsion électromagnétique, IEM. Une IEM, répéta-t-il. Marcus Thorne, dit-elle, la voix serrée. J'ai lu les rapports d'intervention sur l'embuscade du convoi l'année dernière. Son équipe a utilisé un dispositif IEM. Vos hommes étaient des cibles faciles. Alexander resta silencieux un long moment. Vous avez lu les rapports d'intervention. Vous avez laissé le serveur déverrouillé, dit-elle en rencontrant enfin son regard. Ou vous vouliez que je les voie. Quoi qu'il en soit, si je dois faire ce travail, je vais le faire correctement. Je ne vais pas me contenter de vidanger votre huile. Je vais vous garder en vie. Une lueur de respect apparut dans ses yeux. Faites en sorte que ce soit le cas. Ils instaurèrent un rythme étrange et tendu. Il venait la voir au garage et ils discutaient. Pas de ses affaires, mais de moteur, de physique, de son père. C'est lui qui m'a appris, dit-elle un soir, les mains plongées dans les entrailles d'un moteur modifié. Il pouvait écouter un V8 et vous dire quel cylindre avait dératé. Il adorait ça. Cet endroit, c'était toute sa vie. C'était un homme bon, dit Alexander. Ce n'était pas une question. Il l'était, murmura Amelia. Il est mort en essayant de sauver ce garage. Il a contracté des prêts auprès des mauvaises personnes. Auprès de Thorne. Vous saviez que c'était Thorne ? Demanda Alexander, la voix vive. Pas au début. Pas avant que vous ne me montriez cette vidéo de Ricky. Je savais juste que c'était un prédateur. Quelqu'un qui saignait mon père à blanc. À sa mort, la dette est devenue la mienne. Thorne essaie d'acquérir tout ce pâté de maisons industrielles depuis 10 ans, dit doucement Alexander. Il veut construire un nouveau dépôt d'expédition. Le garage de votre père était le dernier obstacle. Il ne lui accordait pas seulement un prêt, il planifiait une saisie. Amelia s'arrêta de bouger. Alors, pendant tout ce temps, c'était lui. L'homme qui a détruit ma famille. C'était lui, confirma Alexander. Et vous ? Vous l'avez remboursé ? Vous avez donné de l'argent à mon ennemi ? Non, Amelia, dit Alexander, sa voix devenant froide comme l'acier. Je ne l'ai pas remboursé. J'ai racheté votre dette. Je suis le nouveau détenteur du privilège. Marcus Thorne n'a pas touché un seul dollar. Il a perdu son levier. Il vous a perdu. L'implication était stupéfiante. Ce n'était pas un sauvetage. C'était une prise de contrôle hostile. Alexander n'avait pas seulement sauvé Amelia de la dette de Thorne, il l'avait prise à lui. Pourquoi ? Souffla-t-elle. Juste pour l'atteindre. Au début, admit Alexander. C'était une occasion de piquer un adversaire. Et puis, il a essayé de me tuer. Et vous ? Vous avez été celle qui l'en a empêché. Cela vous a rendue précieuse. Cela vous a faite mienne. Avant qu'elle ne puisse assimiler cela, une alarme retentit. Une alarme silencieuse qui clignotait sur la tablette de Ben Carter. Patron, dit Ben, apparaissant à l'entrée du garage. Thorne est ici. Le sang d'Amelia se glaça. Ici ? Dans l'immeuble ? Au gala, dit Alexander, son visage se figeant dans un masque impassible. Il semblait agacé. Le bal de charité du maire. J'avais oublié. Il regarda Amelia, un long regard calculateur. Vous venez avec moi. Quoi ? Non, certainement pas. Je ne vais pas dans les galas. Vous y allez ce soir. Il se dirigeait déjà vers l'ascenseur. Thorne a fureté pour essayer de découvrir ce que je lui ai pris. Il pense que c'est un objet, une arme, une information. Il ne sait pas que c'est une personne. Ce soir, nous allons lui montrer. Lui montrer ? Vous voulez me parader devant lui ? Je ne suis pas un trophée. Alexander s'arrêta et se tourna vers elle. Non, vous n'en êtes pas un. Vous êtes un bouclier. Vous êtes la seule personne dans toute cette salle de bal qui n'est ni alliée avec moi, ni contre moi. Vous êtes la seule personne à côté de qui je peux me tenir en sachant pertinemment que vous n'essayez pas de me poignarder dans le dos. Maintenant, dit-il, sa voix s'adoucissant d'un cran, montez. Il y a un dressing dans votre appartement. Choisissez quelque chose. 1 heure plus tard, Amelia était méconnaissable. L'appartement de marbre blanc disposait d'un dressing rempli de vêtements à sa taille. Elle avait choisi la robe la plus simple et la plus austère, une colonne de soie vert émeraude foncé qui laissait ses épaules nues. Ses cheveux étaient ramassés en un chignon bas et lisse, quelques mèches s'en échappant. La graisse avait disparu sous ses ongles, mais ses mains étaient toujours calleuses.
Lorsqu'elle rejoignit Alexander à l'ascenseur privé, son regard balaya sa silhouette, un inventaire lent et appréciateur qui lui échauffa la peau. « Émeraude, dit-il. Un bon choix. » Le gala était un océan de faux-semblants scintillants, de politiciens, de juges et d'hommes d'affaires, tous souriant et se serrant la main. Amelia reconnut le maire et le chef de la police, qui saluèrent tous deux Alexander avec une déférence proche de la peur. « Ils savent tous qui vous êtes, » chuchota-t-elle, cramponnée à son bras. « Ils savent tous qui paie leur campagne, » répondit-il en lui tendant une coupe de champagne. « Buvez. Essayez d'avoir l'air de ne pas faire face à un peloton d'exécution. » Et puis, elle le vit. Marcus Thorne. Il était l'opposé d'Alexander. Là où Alexander était froid, sombre et précis, Thorne était tapax en graveleuil. Il portait un smoking avec une veste en velours. Ses cheveux étaient gominés vers l'arrière, et un énorme diamant brillait à son auriculaire. Il riait, un son fort et braillard, entouré de gens. Puis ses yeux rencontrèrent les leurs. Il se fixa sur Alexander, puis son regard glissa vers Amelia. Son sourire s'évanouit. La reconnaissance se fit. Il savait. Il se détacha de son groupe et glissa vers eux. « Volkov, » dit Thorne d'une voix huileuse. « Je ne pensais pas que c'était votre genre de soirée. »« Et vous ?» dit-il en tournant toute son attention de prédateur vers Amelia. La petite mécanicienne. « Ma parole. Vous vous êtes bien apprêté. » La main d'Amelia se serra sur le bras d'Alexander, ses articulations blanchissant. « Thorne, » dit Alexander, sa voix étant une lame polie et glaciale. « Je suis surpris de vous voir de sortie. J'ai entendu dire que vous aviez eu des problèmes de voiture récemment. » Les yeux de Thorne étincelèrent. « Les choses se cassent. Je les remplace. Bien que je sois curieux, vous semblez avoir acquis certains de mes biens. » Ses yeux léchèrent à nouveau Amelia. « J'avais l'impression que ce garage était sur le point d'être à moi. » Votre impression était erronée, dit Alexander. J'ai trouvé que l'entreprise et sa propriétaire avaient du potentiel. J'ai investi. Investi, ricana Thorne. C'est comme ça qu'on appelle ça? Elle est loin de changer des pneus. Faites attention, Volkov. Recueillir des chiens errants est un bon moyen d'attraper des puces. Et braconner sur le territoire d'un autre homme est un bon moyen de se faire abattre, répliqua Alexander, sa voix dangereusement douce. L'air crépitait. La fête semblait s'estomper. Il n'y avait plus que trois. Thorne regarda Amelia. Il peut bien t'habiller, ma jolie, mais tu n'es qu'un outil, et les outils finissent par se briser. Avant qu'Amelia ne puisse même tressaillir, Alexander bougea. Ce fut si rapide qu'elle le manqua presque. Il ne frappa pas Thorne. Il ajusta simplement le revers du smoking de Thorne, sa main se posant sur son col. Mais le geste était si intime, si menaçant, que Thorne se figea, son sourire se lézardant enfin. Cet outil, murmura Alexander, assez fort pour que seul l'entende, est la seule raison pour laquelle je suis ici à avoir cette conversation. Elle est sous ma protection. Si vous envoyez ne serait-ce qu'un homme regarder à nouveau son garage, je brûlerai tout votre empire maritime jusqu'au niveau de l'eau. Est-ce que je suis clair? Le visage de Thorne, habituellement si rubicond, était pâle. Il se dégagea lentement et prudemment de l'emprise d'Alexander. Clair comme du cristal, Volkov, siffla-t-il. Il lança un dernier regard venimeux à Amelia, puis fit demi-tour et s'éloigna d'un pas rageur. Amelia tremblait. Alexander la dirigea vers un balcon tranquille. « Est-ce que vous allez bien ?» demanda-t-il. « Vous venez de le menacer dans une pièce remplie de monde. » Personne n'a rien vu, dit Alexander. Ils ont juste vu deux hommes d'affaires échanger quelques mots calmes. Il s'appuya sur la balustrade, regardant les lumières de la ville. « Il m'a reconnu, murmura-t-elle. « Je sais. Il m'a traité d'outil. Il a tort. » Alexander se tourna face à elle. La lune accrochait les reflets argentés de ses cheveux noirs. « C'est un instrument contondant. Vous êtes un moteur de précision. Il ne peut pas vous comprendre. Il ne peut pas comprendre pourquoi je vous accorde de la valeur. »« Pourquoi m'en accordez-vous » demanda-t-elle d'une voix ténue. « Est-ce juste parce que je vous ai sauvé ?» Il resta silencieux un long moment. Il tendit la main, son pouce effleurant une mèche de cheveux rebelles sur sa joue. Son contact était rugueux, calleux, comme le sien, mais il envoya une secousse dans tout son corps. « Je vous accorde de la valeur, » dit-il, sa voix perdant son ton glacial, « parce que vous êtes la seule personne que j'ai rencontrée en 10 ans qui m'a regardé dans les yeux et m'a dit non. Vous l'avez fait sur le bord de cette route, couverte de boue. Vous l'avez fait dans votre garage, entouré de mon pouvoir. Vous êtes vrai. Dans un monde de faux-semblants, vous êtes vrai. » Il était si proche.
Elle pouvait voir la fatigue dans ses yeux, le poids immense qu'il portait. C'était un monstre, un tueur, un criminel, mais à cet instant, il n'était qu'un homme. Il se pencha. Le souffle d'Amelia se coupa. Elle ne s'écarta pas. Elle était terrifiée, mais elle était aussi fascinée. Le baiser, quand il vint, ne fut pas doux. Il fut possessif. C'était une revendication, une marque. Il avait le goût du whisky coûteux et d'une solitude si profonde qu'elle reflétait la sienne. C'était une promesse de protection et une condamnation à l'emprisonnement tout à la fois. Lorsqu'il se recula, ses yeux étaient sombres. « Il ne vous touchera pas, dit-il. Je vous le promets. » Mais alors qu'il se tenait là, dominant la ville, Amelia savait que ce n'était que le début. Le gala n'était pas la fin de la confrontation. C'était une déclaration de guerre. Et elle se trouvait à l'épicentre. La trêve fragile, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, vola en éclats 3 jours après le gala. Marcus Thorne, publiquement humilié et privé de fureur, riposta. Ce ne fut pas une attaque directe. Thorne était un serpent, pas un loup. Il frappa l'un des principaux entrepôts d'Alexander sur les quais, non pas avec des hommes, mais avec le feu. Un défaut électrique suspect, dit le capitaine des pompiers. Mais quand les hommes d'Alexander fouillèrent les décombres, ils trouvèrent des résidus d'accélérateurs chimiques avancés. Le feu avait été si intense qu'il avait tordu l'acier. La cargaison, des millions de dollars en électronique intraçable, avait disparu. Alexander devint le fantôme. Il disparut du Penthouse, passant ses jours et ses nuits dans un centre de commandement tactique dont Amelia ignorait l'existence, enfoui dans les sous-sols du bâtiment. Il planifiait sa contre-attaque. Amelia fut laissée dans la cage dorée de son appartement, ou dans son garage-bunker immaculé, avec pour seule compagnie Ben Carter et son équipe. Le silence d'Alexander était assourdissant. Elle était un atout à protéger, et comme une voiture de prix, elle était gardée en réserve pendant que la tempête faisait rage. L'isolement la rongeait. Elle n'était pas faite pour rester oisive. Elle n'était pas faite pour être une poupée protégée. Elle était mécanicienne. Elle résolvait des problèmes, et elle avait un problème massif à résoudre. Elle se rendit au garage, mais pas pour travailler sur les voitures. Elle alla sur le serveur. Alexander avait été négligent, ou, soupçonnait-elle, délibérément permissif. Il lui avait laissé une carte d'accès de haut niveau pour commander des pièces. Elle découvrit qu'elle lui donnait aussi accès à ses fichiers non cryptés. Elle ne cherchait pas des détails commerciaux. Elle se cherchait elle-même. « Eh, Amelia » tapotait-elle dans la barre de recherche. Un dossier apparut. C'était un dossier de surveillance complet. Il y avait sa photo, son numéro de sécurité sociale, le certificat de décès de son père et les documents de prêt. Elle ouvrit le dossier de son garage. Elle vit le prêt original que son père avait contracté. Elle vit le taux d'intérêt prédateur. Elle vit le nom de la société écran qu'il avait émis, Thorne Maritime Investment. Alexander avait eu raison. Thorne avait été le marionnettiste dès le début. C'était lui qui avait envoyé Ricky. C'était lui qui allait prendre son garage. Puis elle vit un autre fichier, qu'elle n'avait pas vu auparavant. Rapport d'incident, 14 octobre 25. À Volkov, personnel. Son souffle se bloqua. C'était cette nuit-là, la nuit où elle l'avait trouvé sur la route. Elle l'ouvrit. C'était un compte-rendu complet de l'événement, écrit par Ben Carter. Le sujet Volkov a quitté la planque à 1h30. L'itinéraire était standard. Véhicule, Bentley Mulsanne, blindé. Incident, véhicule désactivé à 1h55, secteur industriel, cadran 4. Cause, sabotage expert délibéré de la commande électronique primaire et secondaire de l'accélérateur. Protocole d'assassinat. Équipe hostile, une liste de 4 hommes, nom de code Recker, était en route. Heure d'arrivée prévue 2h10. Le sang d'Amelia se glaça. Recker. Elle se souvint des mots d'Alexander. Cette dépanneuse qu'elle a mentionnée, c'était l'équipe de tueurs. Elle continua sa lecture. Civil et Amelia, propriétaire de Auto, arrivée sur les lieux à 1h58. Motif, apparente samaritaine. Et a identifié le sabotage, a contourné le module de sécurité, véhicule opérationnel à 2h20. Et a quitté les lieux à 2h22. L'équipe hostile Recker est arrivée à 2h25. Scène trouvée vide. Mission avortée. Conclusion, la civile a par inadvertance intercepté une tentative d'assassinat de niveau 1. Ses compétences sont anormales. Elle est une variable de haute valeur et de haut risque. Amelia s'effondra sur la chaise de bureau. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une simple panne. Ce n'était pas juste qu'il était bloqué. Il était traqué.
Il était à quelques minutes d'être exécuté. Elle ne l'avait pas seulement aidé. Elle ne l'avait pas seulement sauvé d'un remorquage. Elle lui avait sauvé la vie. Cela changeait tout. La dynamique du pouvoir, qui avait semblé si unilatérale, si prédatrice, s'inversa soudainement. Il ne l'avait pas sauvé de la dette de Thorn parce qu'il était une ombre bienveillante. Il ne l'avait même pas fait comme une démonstration de force. Il l'avait fait parce qu'il lui devait quelque chose. Lui, Alexander, le fantôme, Volkov, l'homme le plus puissant de la ville, était son débiteur. Une vie pour une vie. L'argent, l'appartement, la protection, ce n'était pas une cage. C'était un remboursement désespéré et contrôlant, à la manière de la mafia. Elle était si absorbée par ses pensées qu'elle n'entendit pas l'ascenseur. Vous n'êtes pas censé fouiller dans ces fichiers. Elle se retourna brusquement. Alexander se tenait là. Il avait l'air épuisé. Son costume était froissé. Il avait une barbe de quelques jours et une petite coupure fraîche au-dessus du sourcil droit. La guerre ne se passait pas bien. Vous saviez, murmura-t-elle, sa voix tremblant non pas de peur, mais d'une nouvelle fureur froide. Vous saviez qu'il essayait de vous tuer. Les yeux d'Alexander glissèrent vers l'écran, puis revinrent vers elle. Il ne le nia pas. Thorn essaie de me tuer depuis 5 ans. Non, dit-elle en se levant. Vous saviez cette nuit-là. Vous saviez que je ne faisais pas que réparer une voiture. Vous saviez que je vous sauvais d'un contrat. Il resta silencieux. Son immobilité était son aveu. Pendant tout ce temps, cria-t-elle, sa voix résonnant dans le bunker de béton, vous m'avez laissé croire que vous étiez le prédateur. Vous m'avez laissé croire que vous m'aviez piégé, que vous m'aviez acheté comme l'une de vos voitures. C'était le seul moyen de vous protéger, dit-il d'une voix sourde. Si vous aviez connu la vérité, qu'auriez-vous fait? Fuir? Thorn vous aurait trouvé en un jour. Il vous aurait torturé pour obtenir des informations sur moi. Ce à quoi je ressemblais, ce que j'ai dit, comment j'agissais quand j'étais vulnérable. Alors vous avez fait de moi votre prisonnière à la place. J'ai fait de vous mon atout, rugit-il, frappant l'établi en acier de sa main. Le son fut comme un coup de feu. Je vous ai rendu intouchable. Je vous ai mise dans une forteresse, je vous ai donné un salaire qui ferait pleurer un banquier, et je me suis désigné comme cible lors de ce gala pour détourner le feu de vous. Qu'est-ce que vous vouliez de plus? La vérité, hurla-t-elle en retour, des larmes de rage aux yeux. Je voulais la vérité, Alexander. Vous me deviez ça. Vous ne m'avez pas acheté. Vous ne m'avez pas sauvé. C'est moi qui vous ai sauvé. Vous êtes mon débiteur. L'air crépitait sous la réalité brute et tacite de ses paroles. Il la fixa, la poitrine haletante. Le masque du fantôme était tombé. Elle voyait l'homme, un homme qui avait été acculé, un homme engagé dans une guerre qu'il n'était, pour la première fois, pas certain de pouvoir gagner. Oui, dit-il, sa voix finissant par se briser. Vous avez raison. Je le suis. Je vous dois la vie. Une dette que j'ai remboursée de la seule manière que je connaisse. En me contrôlant. En vous protégeant. C'est la même chose. Il passa ses mains dans ses cheveux, un geste de frustration profonde. Thorn, ce n'est pas juste une brute, Amelia. Il est intelligent. Il est bien implanté. L'incendie de l'entrepôt, ce n'était pas seulement de l'électronique. C'était des leviers, des documents que j'avais sur le chef de la police. Il m'a paralysé. Il a coupé mes lignes d'approvisionnement et il m'a privé de mes yeux. Il s'affaissa contre l'établi, l'épuisement le frappant d'un coup. Il est en train de gagner, murmura-t-il. C'était un aveu dont elle savait qu'il devait lui coûter tout ce qu'il possédait. Amelia le regarda. La rage était toujours là, ardente, mais quelque chose d'autre s'y mêlait. De la pitié, de la compréhension et un sentiment de propriété terrifiant. Cet homme, ce monstre, il était à elle. Sa vie lui appartenait. Alors laissez-moi vous aider, dit-elle. Il leva les yeux, confus. M'aider? Vous êtes une mécanicienne. Je suis votre mécanicienne, corrigea-t-elle en s'avançant vers lui. Je suis celle qui sait comment réparer les choses brisées. Vous êtes brisé. Votre organisation est brisée, et je connais les voitures. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Quelle est la seule chose à laquelle Thorn accorde plus de valeur qu'à l'argent? Demanda-t-elle. Alexander réfléchit un instant. Il a une voiture, une Rolls-Royce blindée construite sur mesure, un modèle unique. Il l'appelle le Behemoth. Il est pathologiquement paranoïaque. Il ne va nulle part sans elle. Un sourire lent et froid s'étira sur le visage d'Amelia. C'était un sourire qui lui aurait paru totalement étranger un mois auparavant. Une voiture, dit-elle. Il a confiance en une voiture.
Et je connais les voitures. Vous avez essayé de le combattre dans les entrepôts et les banques. C'est un serpent. Elle tapota sa tempe. Vous devez le combattre là où il vit. Vous devez lui enlever la seule chose qu'il pense être son rempart. Les yeux d'Alexander, ternis par la fatigue, s'animèrent. Il écoutait, vraiment. J'ai vu les schémas de ce modèle, dit-elle, affichant un nouveau fichier sur le serveur. Thorne l'a fait blinder sur mesure, mais le châssis est le même et il présente un défaut. Elle pointa un diagramme de l'ordinateur de bord du véhicule. C'est surconçu, dit-elle d'un ton plein de l'assurance d'une pro de la mécanique. Il pense que c'est une forteresse, mais ça n'en est pas une. C'est une cage, et moi, dit-elle en regardant Alexander droit dans les yeux, je sais exactement comment fabriquer la clé. L'atelier d'Amelia devint un quartier général. Le Behemoth de Thorne, sa Rolls-Royce blindée, n'est pas une forteresse, déclara-t-elle en assemblant un boîtier noir rempli de fils et de circuits imprimés. C'est un réseau, et je peux le briser. Alexander observait, stupéfait, alors qu'elle expliquait son plan. Il a un rendez-vous à l'Hôtel Argent. Il empruntera le pont de la première rue. Une zone d'exécution, réalisa Alexander, son esprit tactique rejoignant le sien. Je dois être proche, insista Amelia, dans les structures du pont, pas dans une voiture. J'ai besoin d'une ligne de mire directe avec ceci. Elle brandit son appareil. Cette nuit-là, le pont fut un piège d'acier. Alors que le convoi de Thorne traversait, les équipes d'Alexander, dans 2 camions lourds, exécutèrent un mouvement de tenaille parfait, percutant les voitures d'escorte et bloquant le Behemoth. Depuis son poste d'observation dans l'armature métallique au-dessus, Amelia pointa son antenne et appuya sur le bouton. En bas, la Rolls-Royce s'étouffa. Ses feux s'éteignirent. Le moteur se tut. Elle ne s'était pas contentée de l'arrêter, elle l'avait enterré vivant à l'intérieur. Pendant que les hommes d'Alexander neutralisaient rapidement les gardes, celui-ci s'approcha de la voiture inerte et fit sauter la portière. Un Marcus Thorne terrifié fut traîné à l'extérieur. « Qu'est-ce que vous avez fait à ma voiture » hurlait-il. Alexander leva les yeux vers l'obscurité où il savait qu'elle regardait. C'est elle qui a fait ça. De retour aux Pentouzes, la guerre était finie. Vous êtes libre, Amelia, dit Alexander d'une voix lourde. Thorne n'est plus là. Vous pouvez reprendre votre ancienne vie. Amelia regarda l'homme qu'elle avait sauvé, le monstre qu'elle avait surpassé. Je n'en veux pas, dit-elle en faisant un pas vers lui. Cette fille-là n'existe plus. J'ai sauvé votre vie, Alexander. Cela la rend mienne. Il l'attira à lui, le regard brûlant. Ce monde vous brisera. Il a déjà essayé, murmura-t-elle avant de l'embrasser. Ce n'était pas le baiser d'une captive. C'était le baiser d'une reine. Et c'est ainsi qu'un simple acte de bonté par une nuit sombre et pluvieuse a tout changé. Amelia pensait réparer une voiture, mais elle était en train de s'emparer d'un trône. Elle a prouvé que la connaissance est une puissance, que l'intégrité est une arme, et que la personne la plus dangereuse n'est pas celle qui tient l'arme, mais celle qui sait comment briser la machine. Alexander Volkov règne peut-être sur le monde souterrain de la ville, mais il est gouverné par la seule femme qui a vu l'homme derrière le monstre et qui n'a pas eu peur.